Nous sommes le mardi 25 mars. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin, merci d'être avec nous. Alors, mardi matin, mardi, jour de budget au Québec, donc une journée politique assez mouvementée parce qu'évidemment, il y aura cette présentation du budget à Québec alors que, bien sûr, on entre dans cette troisième journée de campagne électorale. Samy Rebaïne, notre collègue, sera avec nous pour faire le bilan de la journée d'hier, voir un peu ce qui attend les chefs aujourd'hui. Mais pour tout de suite, à mes côtés, Vincent Maisonneuve. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Alors, on en saura un peu plus sur l'ampleur du déficit du Québec aujourd'hui avec la présentation du budget du ministre Éric Girard. Oui, vous savez, 2024, ça a été l'année de l'inflation. On nous répétait tout le temps, vous allez voir, en 2025, il y aura un rebond, ça va aller mieux. Eh bien, sur le plan des finances publiques, oui, excusez-moi, on se dirige vers un autre déficit record, une récession, c'est probable. Il y a des économistes qui le prédisent. Oui, tout ça, bien sûr, en raison d'un contexte que je n'ai pas besoin d'expliquer aux auditeurs. Là, il y a une guerre commerciale, des tarifs qui s'en viennent probablement. La longueur de cette guerre commerciale va pas mal déterminer l'ampleur ou s'il y a une récession, mais les finances publiques s'annoncent déficitaires à un niveau record, encore une fois. Et donc, pas de hausse de l'impôt sur le revenu pour les particuliers. En tout cas, c'est ce qu'on a pu comprendre des déclarations d'Éric Girard hier. Mais peut-être une charge fiscale plus importante, avec peut-être des hausses de... On ne sait pas. Mais non, l'impôt sur le revenu, là, ça ne bougera pas. OK, alors on va y revenir dans les prochaines minutes, voir ce que l'on peut vous dire, ce que l'on sait à cette heure-ci sur ce budget Girard. Tout de suite, je me tourne vers Véronique Méran. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. À la météo aujourd'hui, c'est encore frais, mais un petit peu moins qu'hier. Là. La neige ne nous tombera pas dessus aujourd'hui, ou peut-être? Pas autant qu'hier. Pas autant qu'hier, mais hier, en milieu d'avant-midi, ça avait quelque chose du mois de décembre. Oui, avec un peu de poudrerie, une mauvaise visibilité, des chaussées glacées. Bref, on y a goûté hier. Tout ça avec un petit 2 à 4 cm. Donc, imaginez. Là, aujourd'hui, c'est un cas de creux qui s'installe derrière le système qui est passé, qui continue d'ailleurs d'être actif, ce système-là, mais pour l'est du Québec. Alors, avec le creux derrière, oui, pas mal de nuages, mais des précipitations beaucoup plus dispersées. En secteur montagneux, l'Estrie, Laurentides, la Nodière, Québec, 2 cm possible, 5 au nord de Québec, mais pour l'Outaouais, Montréal, assez fondant. Donc, limite pluie, là, petite probabilité d'averses dispersées cet après-midi, mais surtout de la grisaille. Température 3-4 degrés, c'est ce qu'on aura aujourd'hui. C'est ce qu'on a au thermomètre en ce moment. 3 à Montréal, ça varie entre moins 3 et 3 sur le sud du Québec ce matin. Ça ne bougera pas beaucoup. Des vents du sud-ouest, 20-40 km à l'heure. Ça reste autour du point de congélation la nuit prochaine, légèrement en dessous en secteur montagneux. Et demain, il y aura encore des flocons mouillés le matin et par la suite du temps plutôt nuageux avec quelques éclaircies. 4 à 6 degrés demain. Le soleil arrive jeudi. Alors, belle journée jeudi dans l'ensemble, 5 à 7 degrés. C'est vraiment la journée de la semaine où on verra un petit peu plus de soleil. Un peu partout ailleurs, ça reste gris aussi. Les gens de l'Abitibi, c'est nuageux, flocons fondants, température légèrement sous zéro. Les averses de neige se poursuivent dans l'est du Québec aussi. On ira chercher un 2 à 5 cm supplémentaires. Sur la Côte-Nord aussi. Donc, les températures, c'est du 0,3 également pour l'est du Québec. C'est pas très froid, mais c'est nuageux, c'est neigeux par endroits, puis c'est un système qui se traîne les pieds. Alors, c'est long avant que ça quitte complètement le Québec. Il faudra attendre à jeudi. Nord de l'Ontario, on commence à goûter au soleil aujourd'hui. Vers Sudbury, c'est plus nuageux. On a quelques flocons mouillés. Les températures autour de moins 2 sur le nord de l'Ontario. 5 à 8 degrés pour Toronto, Windsor, 3 à Ottawa. C'est assez nuageux encore sur le sud de l'Ontario. Pas vraiment de précipitations organisées. Petite possibilité d'averses de neige fondante dispersées dans la région d'Ottawa. La pluie va cesser à Vancouver aujourd'hui. Ça se dégagera cet après-midi, 15 à 18 degrés. Il y a eu pas mal de pluie ces derniers jours, donc ça fera du bien. Edmonton et Calgary, 10 à 13 degrés. Plutôt beau temps. Ce sera un petit peu plus nuageux cet après-midi. Beau temps également sur le sud de la Saskatchewan. Température positive, 2 degrés sous le soleil. Et ça se dégagera plus tard ce matin à Winnipeg. On devrait atteindre 4 aujourd'hui. Alors, quand même des airs de printemps dans l'ouest du pays, mais encore des températures qui se traînent autour du point de congélation là, pour le sud et le centre et l'est du Québec. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Olivier Pellerin, bonjour. Bonjour. Parlons du CF
CF Montréal. Bon, c'est pas facile en ce début de saison pour l'équipe. Non. Donc, on change d'entraîneur. Oui, exactement. J'ai envie de dire encore une fois. Encore une fois. En fait, c'est le 11e entraîneur à perdre son emploi en 13 ans. Donc, ça donne une bonne presque image, par année. effectivement, de la chaise musicale à laquelle se prêtent les entraîneurs lorsqu'ils s'amènent à Montréal. Donc, un club qui souffre effectivement d'un début de saison difficile. 5 matchs, 4 défaites, 1 match nul, seulement 2 buts marqués en 5 rencontres. On parle aussi d'un mécontentement chez certains joueurs, un manque de combativité. En fait, c'est la position de Gabriel Gervais, hier, le président de l'équipe, pour justifier donc ce congédiement de Laurent Courtois qui était à la tête de la formation. Un manque de communication aussi évident, selon lui. Et puis, c'est pourquoi on amène Marco Donadel. Marco Donadel qui était déjà dans l'organisation comme adjoint à Laurent Courtois. C'est lui qui reprend les rênes de l'équipe à titre d'intérim. Pour Gabriel Gervais, il croit avoir donné toutes les chances possibles à Laurent Courtois de pouvoir connaître du succès. Il faut rappeler aussi que le CF Montréal commence toutes ses saisons sur la route, en raison de la météo, bien sûr, et du Stade Saputo qui est souvent très enneigé avec ses débuts de saison hâtifs dans la MLS. Donc, ça complique un peu le travail de l'équipe. On l'a questionné à plusieurs reprises. Les journalistes qui étaient présents sur place l'ont questionné à plusieurs reprises sur peut-être l'impatience de l'équipe en ce début de saison. Selon lui, il y a des signes sur le terrain qui ne mentaient pas. Il y a un manque de cohésion aussi dans les patrons de jeu qui n'étaient pas au rendez-vous et c'est pourquoi ils ont voulu changer de cap dès le début de saison comme ça. Et le CF Montréal continue d'y croire. Voici Gabriel Gervais. Nous, on veut absolument relancer notre saison. On a eu un bon camp, oui. Et là, on voit que la chaîne a débarqué. On sent que la chaîne a débarqué, je dirais, à Minnesota. Et on ne voit pas de signal comme quoi on s'en va dans la bonne direction. Et ce n'est pas une décision facile, mais c'est une décision qu'on doit faire pour le bien du club. Donc, l'équipe est encore au neutre, au 30e et dernier rang de la MLS. Et donc, le prochain match, ce sera samedi contre le Fire à Chicago. Et je rappelle que le premier match à domicile, ce sera le 15 avril contre le Charlotte FC, qui a seulement une défaite en 5 départs cette saison. Donc, ça risque d'être relevé. Parlons de tennis à Miami. Denis Shapovalov s'est fait montrer la sortie. Par l'Américain Taylor Fritz, une défaite en 2 manches de 7-5, 6-3. Il a été frustré durant le match, Denis Shapovalov. Il a manqué un peu de lucidité, des doubles fautes. Tout ça a un peu expliqué ce match perdu pour lui. Donc, c'est terminé pour les Canadiens à ce tableau principal, tant chez les hommes que chez les femmes à Miami. Et pour Taylor Fritz, l'Américain, il a rendez-vous au prochain tour avec l'Australien Adam Walton. Au hockey, bien sûr, il faut que le Canadien gagne, mais ça aide quand d'autres équipes avec qui il est en compétition, le club, pour une place en série, perdent. Mais là, hier, il n'y a pas grand-chose qui a aidé le Canadien, disons. Et ce serait agréable que les équipes contre qui le Canadien se bat perdent à la régulière. Parce que là, oui, c'est ça. Hier, il y avait 2 rivaux directs du Canadien de Montréal dans cette course aux séries éliminatoires qui s'affrontaient, les Blue Jackets de Columbus et les Islanders de New York. Et les 2 équipes se sont rendues en tir de barrage, ce qui veut donc dire qu'il y a une des 2 équipes qui a récolté 1 point, l'autre 2. Et ce sont les Blue Jackets qui ont remporté le match et donc pris les 2 points dans cette rencontre. Il y a aussi les Red Wings qui affrontaient hier le club de hockey de l'Utah. Victoire des Red Wings. Donc, comme ça, au classement, ça n'a certainement pas aidé le Canadien qui demeure dans cette 8e et dernière place donnant accès aux séries éliminatoires. Seulement 1 point devant les Islanders et les Rangers de New York. Les Blue Jackets, eux, se sont approchés à 2 points. Donc, un match qui sera intéressant ce soir pour le Canadien. Le Canadien qui affronte les Blues à Saint-Louis. Et ce sera Samuel Montembeault qui sera devant le filet. 6e départ consécutif pour Samuel Montembeault. Je regardais les statistiques ce matin. Sa dernière défaite à la régulière, c'est le 9 février dernier. 9 février, ça fait un moment quand même contre le Lightning de Tampa Bay. Et depuis, 7 victoires et 3 défaites. Ces 3 défaites, c'était en prolongation ou en tir de barrage. Donc, une fiche étincelante pour le gardien de but québécois, ce qui explique probablement là, sa présence devant le filet. Peut-être pas jusqu'à la fin de la saison, mais il aura certainement la majorité des matchs pour essayer de permettre aux Canadiens de pouvoir accéder aux séries éliminatoires. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Salut, bonne journée. Au revoir.
Hier, durant la journée sur la campagne électorale fédérale, il était question beaucoup de baisse d'impôts, une espèce de bataille entre les libéraux et les conservateurs sur qui va baisser davantage les impôts, en tout cas le premier palier d'imposition. Attendez-vous pas à avoir une annonce de baisse d'impôts dans le budget du ministre des Finances du Québec, Éric Girard, cet après-midi. On prévoit un autre déficit record, possiblement plus élevé que les 11 milliards de dollars de déficit annoncés l'an dernier. Il y a l'incertitude économique également qui plane sur tout le pays. Sur le Québec, évidemment, ça ne fait pas exception. Vincent, ça fait craindre donc de nouvelles compressions dans des réseaux comme celui de la santé et de l'éducation. Oui, parce que déjà, le ministre des Finances, Éric Girard, avait annoncé, c'était l'automne dernier, sa volonté de limiter les dépenses des ministères à 2 % pour l'année qui s'en vient. Aussi bien dire un gel des dépenses, parce que 2 % c'est l'inflation. Et en santé et éducation, le ministre parlait même de limiter les dépenses en bas de 2 %. Donc oui, il y a des craintes d'avoir un budget qui va venir serrer la vis dans certains ministères. La gestion des dépenses s'annonce très serré. Pour ce qui est des revenus du gouvernement, le ministre n'aurait pas l'intention d'augmenter l'impôt sur le revenu. Il n'aurait pas l'intention d'augmenter la TVQ ni de hausser la taxe sur l'essence. Par contre, il y a des crédits d'impôt qui pourraient disparaître. Est-ce que les tarifs vont augmenter? Ça, on ne le sait pas encore, mais c'est très difficile de faire des prévisions avec autant d'incertitudes dans l'air, avec les tarifs, l'humeur du président américain qui change tout le temps. Il faut se tenir prêt à tout. Voici le ministre québécois des Finances, Éric Girard. Le déficit de 25-26 sera plus élevé que le déficit de 24-25 et c'est parce qu'on doit se concentrer sur l'économie. On fait des gestes pour supporter l'économie et aussi, nous avons besoin de provisions plus importantes parce que nous sommes dans une période de grande incertitude. D'ailleurs, Desjardins prévoit que le Québec et le Canada en entier vont entrer en récession à partir du deuxième trimestre de 2025, donc de l'année en cours, donc quelque part au début de l'été, en raison de l'impact de ces tarifs imposés par les États-Unis. Le ministre Girard ne voit peut-être pas les choses de la même façon. Oui, un peu plus optimiste. Le ministre demeure quand même prudent. Il ne veut pas parler de récession, surtout, dit-il, si la vague de tarifs est de courte durée. Mais il est clair que le contexte de guerre, qu'un contexte de guerre commerciale, là, ça va faire mal à l'économie québécoise, ça va de soi. Encore une fois, écoutons le ministre des Finances du Québec, Éric Girard. C'est certain que devant nous, ça pourrait être beaucoup plus difficile avant de s'améliorer, dans le sens qu'il y a une menace tarifaire le 2 avril qui va compliquer la situation et puisqu'on sera en campagne électorale fédérale, mais le gouvernement fédéral ne sera pas en mesure de répondre immédiatement. L'accord ou l'annonce d'un autre déficit record fait déjà réagir évidemment l'opposition à Québec. Oui, Marc Tanguay, chef intérimaire du Parti libéral du Québec, dit, et je le cite, « François Legault gère l'argent des Québécois comme un enfant dans un magasin de bonbons, sans retenue, sans la moindre rigueur. » Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois a déclaré « C'est très risqué d'accumuler des déficits qui sont toujours plus proches d'une décote. La cote de crédit est en fonction de la confiance. Si on n'a pas un budget sous contrôle et qu'en plus les services reculent, c'est la confiance qu'on affecte. » Et écoutons Ruba Gazal, co-porte-parole de Québec solidaire. En ce moment, si on se retrouve avec un déficit, c'est pas parce que le gouvernement n'a pas coupé puis qu'il a réinvesti dans les services publics qui sont déjà dans un mauvais état. Donc, je l'invite aussi à s'assurer que dans une famille où est-ce qu'il y a quelqu'un qui perd sa job à cause des tarifs de Trump, que l'autre personne du couple ne perde pas sa job à cause des coupes de François Legault dans les services publics. Il va aussi rester à voir quel genre de chemin entend prendre le ministre des Finances pour ramener le Québec vers l'équilibre budgétaire, toujours attendu avant la fin de cette décennie. Et le budget du Québec sera dévoilé à 16h. Vous pourrez avoir tous les détails. Il y aura une émission spéciale à l'antenne de RDI avec Patrice Roy. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée.
Gabriel Lemarque-Ampero est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Gabriel. Bonjour Mathieu. Commençons avec la une du Globe and Mail des agents indiens qui auraient soutenu la candidature de Pierre Poilievre à la direction du Parti conservateur. Ces agents indiens se seraient immiscés dans la course à la direction du Parti conservateur en 2022 selon une source du Globe and Mail. Le Service canadien de renseignement et de sécurité, selon cette source, a appris que des agents indiens avaient participé à la collecte de fonds et à l'organisation de la campagne de M. Poilievre pendant la course à la direction du parti, mais une évaluation du SCRS n'a pas indiqué que cet effort avait été fait de façon générale et de façon très organisée. Le SCRS n'a pas non plus la preuve que M. Poilievre ou les membres de son cercle rapproché étaient au courant des actions présumées des agents de l'Inde. Je rappelle que M. Poilievre avait gagné haut la main au premier tour du scrutin lors de la course en 2022 avec 68 % des voix. Un exode de certaines familles américaines de la communauté LGBTQ+, vers le Canada est déjà commencé. Il en est question dans Le Devoir ce matin pendant que Donald Trump courtise les millionnaires pour leur offrir une carte dorée d'immigration à 5 millions de dollars. Ben voilà qu'un exode de certaines familles LGBTQ+ a déjà commencé. Les demandes d'Américains qui souhaitent déménager ont explosé depuis le retour de M. Trump à la Maison-Blanche. C'est ce que mentionnent des avocats et des organisations en entrevue avec Le Devoir ce matin. Le Devoir qui s'est entretenu notamment avec David Leblanc, avocat en immigration et directeur de Ferreira Wells Immigration, une firme basée à Toronto qui se considère comme une pionnière dans l'immigration de personnes issues de la communauté LGBTQ+ depuis 3 décennies. Plusieurs se demandent s'ils peuvent faire une demande d'asile au Canada. Pour l'instant, la réponse est non. Une réponse improbable, là, mentionne David Leblanc en entrevue avec Le Devoir. Alors, cet exode américain LGBTQ+ vers le Canada à la une du quotidien montréalais ce matin. Et maintenant, allons sur notre site Internet. On apprend qu'il manque 1500 classes de niveau préscolaire et primaire au Québec. C'est selon les plus récents chiffres du ministère de l'Éducation obtenus par notre collègue Julie Dufresne, alors que le budget provincial sera déposé aujourd'hui. En clair, ça veut dire, Mathieu, que 34 500 élèves vont se retrouver dans des classes modulaires, des espaces réaménagés ou encore déplacés dans une autre école, écrit Julie Dufresne ce matin. Ça s'explique en partie par le fait que le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a annoncé des compressions qui forcent les centres de services scolaires à mettre sur la glace une centaine de projets. Maintenant, dans le Journal de Montréal, il est question d'un phénomène qui est assez inquiétant, de faux taxis qui ciblent certaines personnes, là, notamment à la sortie des bars ou des restaurants. Et notamment des femmes, mentionne le Journal de Montréal à la une du quotidien ce matin. Les patrons d'un bar montréalais qui s'inquiètent de la forte présence de taxis illégaux qui abusent de leur clientèle et aussi de leurs employés. Plusieurs clients et employés de bars ont été prises la dernière année, avec des chauffeurs agressifs qui font des avances ou qui chargent 50 $ pour une course qui devrait en coûter 25. Alors, article assez inquiétant. C'est à lire ce matin à la une du Journal de Montréal. Merci, Gabriel. Bonne journée. Bonne journée. Samy Rebaïne se joint à nous à cette heure-ci. Bonjour, Samy. Bonjour. On va parler de la campagne électorale fédérale en cours. Donc, jour 3 qui commence au moment où l'on se parle. Et on va revenir un peu sur ce qui s'est passé hier. Entre autres, il a été question de ce débat, ce face-à-face organisé par la chaîne TVA qui n'aura pas lieu cette année. Le chef libéral a refusé de payer les frais demandés par le diffuseur. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que ça a été annulé? Puis, quelles sont les réactions des autres partis politiques à cette décision du Parti libéral? Alors, Mathieu, il faut savoir, pour commencer, que le réseau de TVA exigeait un total de 300 000 $ des 4 principaux partis pour couvrir les frais 75 000 par parti. Exactement. Ouais. C'est d'ailleurs la première fois qu'une telle demande de cette nature est formulée par un réseau de télévision. Le Bloc québécois, le Parti conservateur et le NPD avaient accepté d'y participer. Mark Carney, le chef libéral, a refusé de payer les 75 000 $ demandés par le réseau, comme vous le disiez, Mathieu. Les libéraux disent vouloir participer uniquement au débat de la commission des débats des chefs les 16 et 17 avril à Montréal. Organisé par Radio-Canada. Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, a vivement critiqué la décision de Mark Carney. Le moins qu'on puisse dire, Mathieu, c'est qu'il a été très franc. Il n'a pas mâché ses mots. On peut l'écouter. Tu prétends avoir les bras pour faire face à Donald Trump, tu n'es même pas prêt à venir parler aux Québécois. Il vient d'envoyer les Québécois sur l'IOB.
Il vient de leur dire, vous ne m'intéressez pas. Il vient de faire un Harper de lui-même en disant, je peux gagner sans le Québec. Il va y avoir une facture qui va venir avec ça. Et il vient de prouver une fois de plus que Mark Carney ignore tout du Québec. Pierre Poilievre, le chef conservateur, a aussi réagi sur les réseaux sociaux. Il a écrit, et je le cite, « Les libéraux veulent être au pouvoir pour une 4e fois, mais leur chef a peur de faire un débat en français. » Et finalement, Jagmeet Singh, le chef du NPD, a qualifié la décision des libéraux d'insultante pour le Québec et que dans une démocratie, on se doit de favoriser les débats d'idées. Oui, le réseau TVA qui disait on veut donc de refiler cette facture. C'était les coûts de production, finalement, pour la tenue d'un tel événement. Exact. On comprend donc qu'il n'aura pas lieu. Alors, je le disais, c'est le 3e jour de cette campagne qui débute. On va peut-être revenir là-dessus aujourd'hui, cette promesse de réduction d'impôts. Il y a eu une surenchère hier entre libéraux et conservateurs. Voilà, hier, les conservateurs ont promis que leur gouvernement offrirait une réduction d'impôts plus importante, oui, que celle promise la veille par les libéraux. Pierre Poilievre, chef conservateur, promet une baisse d'impôts de 15% pour ce qu'il appelle le Canadien moyen. Pour vous donner une idée, Mathieu, une famille à 2 revenus économiserait 1 800 $ par année. Les libéraux, eux, ont proposé la veille une baisse d'un point de pourcentage de la tranche d'impôt la plus basse. Bon, pour le commun des mortels, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est pour revenir à ce comparatif d'une famille à 2 revenus, elle économiserait environ 825 $ par année. Tendez l'oreille, Mathieu, on écoute Pierre Poilievre, suivi de Marc Carney. En coupant les impôts de 15% pour le travailleur moyen. Ça va réduire, non seulement réduire le coût de gouvernement, mais ça va inciter le travail. Le Parti conservateur n'a pas beaucoup d'idées. Il y a une idée de réduire des impôts, une autre idée de couper des programmes, et c'est tout. Et il y a des slogans. Pierre Poilievre dit vouloir financer sa mesure en allégeant la bureaucratie. La professeure titulaire à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa, Geneviève Tellier, commente cette stratégie conservatrice. Si vous baissez les revenus de l'État, la suite des choses, c'est de dire, bon, ben quel programme on coupe parce qu'on n'a plus les moyens de se l'offrir. Pour ce qui est des 2 autres initiatives, on a vu par le passé que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand vous dites à la fonction publique, vous allez couper de temps, soit dollar pour dollar, ou on va éliminer des postes dans la fonction publique, et qu'on n'a pas réfléchi à comment offrir les services, ce qui se passe, c'est quelques années plus tard, ça revient au même niveau et même ça augmente. Et rapidement, en terminant, Yves-François Blanchet du Bloc québécois et Jagmeet Singh du NPD se sont également montrés très critiques face à ces propositions de baisse d'impôts. Merci beaucoup, Samy. Au plaisir. Bonne journée. Justement, c'est clair qu'on va suivre ce qui va se passer dans cette campagne électorale fédérale. Aujourd'hui, le Parti libéral du Canada et son chef Mark Carney demeurent dans l'est du pays, en Nouvelle-Écosse. Le chef du Parti conservateur et le chef du NPD vont passer la journée en Ontario. Le Bloc québécois, lui, va passer une partie de sa journée en Mauricie. Et alors, on va surveiller aujourd'hui les différentes annonces, les engagements des partis et puis bien sûr ces jours de budget au Québec. Le budget d'Éric Girard sera présenté. C'est son 7e budget. On s'attend à un déficit record. On aura bien sûr tous les détails en fin de journée, des réactions. On risque de s'en reparler d'ailleurs demain. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Quant à moi, je vous retrouve dans les radios-journaux. Bonne journée, bon mardi.